Il est 7h48, Sud Radio vous explique ce matin cette nouvelle escalade entre la Russie et l'Ukraine. Pour en parler, Alexandre Jevakov est avec nous, ancien conseiller ministériel, historien, auteur du livre De Gaulle et la Russie aux éditions Perrin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alexandre Jevakov. La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de frappes hier soir, alors qu'il y avait la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et pour la première fois, donc, il y a eu cette frappe. C'est quoi? C'est une réplique? C'est une forme de provocation? Comment peut-on prendre ça? Quand l'annonce du déplacement du secrétaire général des Nations Unies a été faite à Moscou puis à Kiev, je me suis spontanément demandé quel était le mauvais coup que ne manquerait pas de faire subir aux responsables des Nations Unies le gouvernement russe. Parce que on se souvient quand il y a quelque temps le responsable de la diplomatie européenne était venu à Moscou, en même temps les Russes lui avaient fait une annonce tout à fait peu diplomatique. Donc c'est vrai que c'était à prévoir et malheureusement ça s'est produit. C'est-à-dire que moi j'interprète ce tir sur Kiev comme le fait que Moscou veut montrer à tout le monde qu'il garde la main, qu'il peu importe qu'il y ait des échanges diplomatiques, quel que soit le niveau, ils ont tiré de Crimée, donc très loin, pour montrer qu'ils peuvent utiliser des armes. C'est bien identifié, Alexandre Jevakov, au passage, que ce sont des tirs russes? J'ai pas de doute là-dessus, oui. J'ai pas de doute. D'accord. Voilà, non, bien sûr. Non, on peut toujours, vous avez raison, il faut toujours tout vérifier, mais en l'occurrence, j'ai pas de doute et j'ai pas entendu ou lu la moindre information laissant entendre que ce ne serait pas un tir russe. Oui, c'est ça. Bon, et alors l'objectif, en fait, de ces tirs, c'est quoi? L'objectif, pour moi, c'est de montrer que Moscou veut montrer que là, Kiev avait repris un semblant de vie normale, les magasins avaient rouvert, les restaurants également, et montrer que Moscou, malgré les difficultés sur le terrain, garde la main, que au fur et à mesure que du côté de l'OTAN, on mobilise, comme on l'a vu en début de semaine, plus les annonces américaines. Les Américains ont annoncé être prêts à apporter une aide de l'ordre de 30 milliards de dollars ou d'euros, enfin peu importe le montant. Quand on rapproche ça, par exemple, du budget de défense de la France, c'est des montants considérables. Et donc c'est vrai qu'on a cette impression que les Américains et l'OTAN font monter la pression, et donc les Russes disent, puisque de l'autre côté on fait monter la pression, nous aussi on fait monter la pression. D'où les déclarations rappelant la puissance nucléaire de la Russie. Et donc on a presque l'impression que ce qui se passe sur le terrain, et ils n'ont pas oublié, mais en quelque sorte mis de côté, et qu'on est dans une espèce d'échange de proclamations, de provocations oratoires, effectivement un peu ennuyeuses, parce qu'on ne sait pas où on va s'arrêter. A fortiori, si, comme on le dit, la date du 9 mai est très symbolique pour le gouvernement russe. Oui, c'est ça. Alors, Alexandre Jevakov, est-ce qu'il y a une sorte de compte à rebours qui est engagé avant ce 9 mai? Je rappelle que c'est la journée de la victoire en Russie. C'est le jour de la commémoration de la signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin face aux Alliés. Donc là, normalement, il y aura un défilé sur la place Rouge. Il y a un discours de Vladimir Poutine. Et vous pensez qu'à cette occasion, il voudrait sceller, entre guillemets, sa victoire, quoi, ou montrer... Je veux dire, tout est possible. C'est vrai qu'on parle beaucoup en Occident de ce 9 mai. C'est vrai que c'est une date très importante et qui est devenue plus importante qu'elle ne l'était depuis un certain nombre d'années. Après, il ne faut pas non plus qu'on se mette trop dans la tête de Poutine en pensant qu'il tient absolument à ce que quelque chose se passe ou soit annoncé le 9 mai. C'est possible, mais il ne faut pas non plus en faire une fixette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on pense que tout doit être réglé avant le 9 mai, ou que le 9 mai quelque chose va dramatiquement changer. C'est possible, et si c'est possible, dans ce cas-là, il faut se demander qu'est-ce qui peut se passer d'ici le 9 mai, soit une opération importante sur le terrain. Il faut se souvenir aussi de ce qu'a dit ce général russe en fin de semaine dernière, expliquant que l'objectif tactique des Russes était maintenant donc la conquête non seulement de l'Est la libération dans le vocabulaire russe de l'Est de la Russie et de la prise de tout le l'Est de l'Ukraine. De l'Est de l'Ukraine. De l'Est de l'Ukraine, que dis-je, quel lapsus. Plus le sud de l'Ukraine jusqu'à Transnistrie. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, ces tirs en Transnistrie, et si effectivement ce narratif est réel, et si c'est effectivement un objectif, il faut se souvenir que c'était ce qui se passait
c'est dans l'organisation de la Russie avant la Révolution, cette partie de l'actuelle Ukraine était regroupée dans ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Russie, et donc c'est vrai que ça peut et ça rappelle des choses aux Russes historiquement. Et donc cette logique-là, elle n'est pas uniquement le fait d'un petit général qui a fait sa déclaration. Donc c'est quelque chose qui peut se passer avant le 9 mai, mais si effectivement les Russes veulent faire cette opération avant le 9 mai, ils ont intérêt à se presser, parce que par exemple prendre Odessa, ce n'est pas une affaire secondaire. Entre Odessa et Mariupol, il y a 550 km, et sur le terrain, pour autant qu'on le sache, ils n'ont que 65 000 hommes. C'est pas énorme pour conquérir tout cela. Merci beaucoup pour toutes ces explications, cet éclairage. Alexandre Jevakov, ancien conseiller ministériel et historien, et puis je rappelle au passage, auteur de ce livre, De Gaulle et la Russie, aux éditions Perrin.